Entre amuser la galerie et engagement politique, peu de personnes font le grand écart. Alors, quand on n'a pas peur de perdre sa réputation, pourquoi ne pas en faire son métier ? Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Place Publique. Nous accueillons aujourd'hui le dessinateur de presse Sen, ou dit plus autrement Philippe Senneval. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dessinateur depuis toujours, si j'ose dire, puisque vous en avez fait votre métier. Vous avez d'abord appris un métier peut-être un peu différent, le dessinateur technique. Alors, depuis dessinateur technique, comment vous êtes arrivé à devenir dessinateur de presse ? Bon, comme tous les dessinateurs qui officient actuellement dans le dessin d'humour, le dessin de presse, je pense que c'est évidemment depuis tout petit qu'on a déjà cette perception, cette envie de faire du dessin. Il se trouve qu'à l'époque, faire un métier artistique, dessinateur ou un autre métier, c'était quand même quelque chose qui était considéré comme tu vas avoir des grandes difficultés pour vivre plus tard. Et c'était le souci des parents, en tout cas le souci de mes parents, qui était de me dire comment tu vas faire vivre une famille avec ce genre de métier-là. Donc ils ont plutôt préféré m'orienter, tout en restant dans le dessin, c'était en tout cas leur alibi, m'orienter sur un métier dit sérieux et puis dessinateur technique qui n'existe plus aujourd'hui finalement. Mais ce que vous essayez de nous dire, c'est que finalement le dessin a toujours fait partie de votre vie, même avant votre apprentissage. Oui, avant, à la naissance, on ne m'a pas donné de hochet, c'était un crayon et j'ai fait avec. Oui, non, alors la bande dessinée, c'est clair que j'étais un lecteur de bande dessinée depuis que j'ai appris à lire. Peut-être même que j'ai appris à lire avec la bande dessinée. Je me souviens en tout cas que chaque fois que j'accompagnais ma mère à faire ses courses dans un grand supermarché, j'y allais parce que je savais qu'elle m'achetait en même temps une bande dessinée. Vous savez, à l'époque, c'était des bandes dessinées, couverture souple, bon marché, je me souviens encore du prix. Ouais, ça tourne autour des 6 francs, quelque chose comme ça. 5 francs. 35 même ans 5 après, francs, ouais. je peux encore vous le dire. Alors, moi, c'était les tuniques bleues, c'était Bob et Bobette. Quand je les relis maintenant, ça me fait tout drôle, mais Bob et Bobette, c'était une série, en tout cas, prolifique, dessinée par Van der Steen, un Flamand, et son atelier, puisqu'il avait des tas de collaborateurs. C'est ce qui faisait qu'il pouvait se permettre de sortir une quantité de titres. Je ne sais pas, je crois qu'ils en sont aujourd'hui encore à 250 ou 300 ou plus, je ne sais plus. Mais enfin bref, chaque fois, chaque semaine, j'avais ma bande dessinée, impensable aujourd'hui avec les prix qui courent. Oui, c'est sûr. Et donc vous allez vous orienter définitivement vers la bande dessinée avec une écolation, notamment avec un professeur assez particulier, Rosinski. Donc c'est pas n'importe qui. Si je ne me trompe pas, c'est le créateur de Torgal. Oui. Alors là, ça vous apprend quoi ? Ça vous apprend le métier ? Vous êtes en admiration devant ce personnage ? Ou bien comment ça se passe ? Alors à l'époque en Suisse, il n'y avait pas d'autres écoles. D'abord, il n'y avait pas d'école du tout qui formait des jeunes à devenir dessinateurs en bande dessinée, comme ça peut être le cas en Belgique ou en France. Pour parler du canton de Vaud, il existait à l'époque les Beaux-Arts, ce n'était pas encore l'école. Les Beaux-Arts, il fallait déjà avoir 18 ans, il fallait avoir déjà un bagage, un cursus pour y entrer. Puis finalement, quand on sort des Beaux-Arts, ils n'aimeront pas s'ils m'entendent parler comme ça, mais on devenait soit professeur de dessin, soit designer graphiste. Voilà. Donc, en tout cas, pas dessinateur de bande dessinée. Et puis, il se trouve qu'une école à Sion, l'EPAC, l'école professionnelle des arts contemporains, ils étaient à Sion à l'époque, maintenant ils sont à Saxon, créait pour la première fois une classe dédiée spécifiquement à l'enseignement de la bande dessinée, parce qu'elle bénéficiait de l'arrivée en Suisse d'un maître dans ce domaine-là, Grzegorz Rosinski. D'une part, c'est extraordinaire de bénéficier de toute son aura, son expérience, puis d'autre part, c'est quand même un dessinateur qui met l'accent sur le dessin réaliste. Moi qui fais du dessin d'humour, j'étais désavantagé, c'est certain, parce qu'il considérait, lui, les vrais dessinateurs, ceux qui faisaient un petit peu comme lui. Mais j'ai appris 2 choses avec lui, que j'applique aujourd'hui, si je peux me permettre, c'est qu'un dessin sur une page, eh bien, il commence d'un point, il finit à un autre point, c'est-à-dire que lui, il avait horreur d'avoir des dessins un petit peu volants, il voulait qu'il y ait une certaine structure. Oui, et puis que les extrémités du dessin arrivent jusqu'au bord de la feuille. Voilà, il fallait vraiment occuper l'espace. Remplir. Et la deuxième chose qui m'a appris, c'est que si on voulait faire vivre un regard dans un dessin, on y mettait simplement un petit point blanc, à la gouache par exemple, ou autre, et ça donnait cette luminosité indispensable dans les pupilles d'un personnage. Donc il a un peu partagé ses secrets avec vous. Oui. Avec nous, oui, bien sûr, il nous partageait aussi son travail. Quand il arrivait en classe avec des toiles, des peintures à l'huile qui servaient aux couvertures de ses albums, c'était pour nous quelque chose de fantastique de voir ce qu'en général les gens ne voyaient pas. Et aujourd'hui, vous êtes dessinateur de presse.
Alors là, on change pratiquement complètement de métier. Bien sûr, on reste dans la bande dessinée, mais le sujet évolue au fil du temps, avec l'actualité. Il faut y mettre une touche d'humour, il faut pouvoir refléter une certaine forme d'opinion, peut-être la vôtre, peut-être celle du public, ou tourner en dérision ce qui se passe. C'est un tout autre métier, c'est ça. Bon, de nouveau, dans notre pays, c'est extrêmement difficile de pouvoir vivre de son dessin, que ce soit dans la bande dessinée, dans le dessin de presse. Alors justement, on va aller regarder comment ça se passe. Immersion dans la rédaction du Journal de Morges pour lequel vous travaillez. Extrait. Pour nous, c'était très très important d'avoir une patte dans un journal. C'est ce qu'on essaie de trouver en premier, c'est des signatures, des rendez-vous. Et puis, comme le chroniqueur, comme l'éditorialiste, le dessinateur est vraiment très important. Et puis, on n'a même pas eu besoin de le trouver puisque Philippe Sen était déjà dans la maison, avait une autre approche du dessin puisqu'il s'agissait de petits strips pendant longtemps. Et puis, dès 2007, nous avons entamé une collaboration sur du dessin d'actualité qui était une première ici, et puis, qui était vraiment souhaitée pour donner un peu de punch à certains articles ou à certains thèmes qui marquent la région. Je pense que le dessinateur peut amener ce que justement le journaliste ou le photographe n'arrive pas à amener. Ils peuvent amener beaucoup par le texte, par les images. On peut vraiment faire beaucoup. Et puis tout à coup, on est bloqué quand on met chaque fois des mêmes personnes dans une petite ville, dans une petite région. On arrive à mettre beaucoup de fois les mêmes personnes, de parler des mêmes gens. Et puis tout à coup, pour débloquer la situation, dans la politique, ici, tout le monde s'apprécie, mais en même temps, on a des camps, il y a la gauche, la droite. S'il n'y a pas d'attaque incroyable, il y a quand même ces différences. Et peut-être le dessin peut amener cette plus-value, peut tout à coup débloquer une situation où la rédaction cherche une illustration, un moyen de montrer, et puis il ne le trouve pas. Et là, le dessinateur, tout à coup, peut faire la différence. Il donne un regard un peu différent sur l'actualité. Peut-être qu'ils ouvrent certains horizons que le journaliste ne peut pas ouvrir, en montrant un petit peu une touche d'humour ou des choses qu'on ne peut pas forcément nous dire. Est-ce qu'il y a une sélection, on va dire, des dessins où le dessinateur est complètement libre ? Alors là, je dirais que ça dépend du dessinateur, de la relation qu'on peut avoir avec la rédaction. Chez nous, les choses sont claires, les thèmes sont définis par la rédaction, au moment comme on agende les articles à une page en avant, une page en arrière, etc. Alors tout à coup, on décide du thème, on se met d'accord, ou de deux thèmes, ça dépend. Et puis là, on les soumet au dessinateur, qui lui, alors ensuite, prend la totale liberté de son dessin, trouve le gag, ça peut parfois, on peut collaborer, essayer de trouver ensemble, mais en règle générale, c'est lui qui doit amener cette plus-value-là. Et puis en termes alors, du dessin pur, alors là, nous n'intervenons jamais, on peut parfois donner une idée, parce qu'on en a une, mais en règle générale, c'est vraiment sa responsabilité et sa créativité qui doit là s'imposer. Vous avez par exemple un dessin qui vous a plu de scène, il n'y a pas longtemps, qui aurait été fait ? Il y a l'année dernière, quand il y a eu le livre sur les quais, et que la police a à peu près amendé toutes les voitures, il avait fait un dessin où quelqu'un arrive avec son amende chez les policiers, et puis le policier qui répond c'est pour qui, en montrant la signature en fait. Ça fait combien de temps que vous collaborez avec le dessinateur Sen ? Alors le Journal de Morges, je collabore presque depuis une dizaine d'années avec lui, et puis nous, la nouvelle équipe du journal s'est mise en place en 2007, et c'est là qu'on a amené cette refonte avec un dessin d'actualité depuis 5 ans, et alors on en est très heureux puisque on a non seulement validé cette collaboration, mais on l'a intensifiée puisque maintenant chaque semaine on peut retrouver le dessin de Sen dans le Journal de Morges. Philippe Senneval, le fait de devenir dessinateur de presse, ça vous permet d'en vivre ou bien vous devez continuer un certain travail de graphisme ou de bande dessinée à côté ? Non, c'est certain que si vous n'êtes pas salarié d'un quotidien ou d'un grand hebdomadaire, vous ne pouvez pas en vivre. Donc il faut faire d'autres choses à côté. Et d'autres choses à côté, il faut surtout provoquer une demande pour pouvoir exercer son travail de dessinateur. Bien justement, comment ça se passe ? Alors vous avez sorti des cartes postales, vous avez travaillé sur des affiches, vous avez travaillé sur des papillons, sur des dépliants, vous avez travaillé un peu dans la publicité, si j'ose dire. Ah oui, totalement. Ça veut dire que quand je suis sorti de cette école, je me suis bien rendu compte qu'il n'y avait pas d'annonce dans la presse où c'était marqué « Cherche dessinateur humoristique ». Donc, soit j'allais au chômage, soit je me débrouillais. C'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à mon compte comme indépendant. D'ailleurs, j'ai inscrit au registre de commerce. Et j'ai tapé aux portes des entreprises, plutôt j'ai téléphoné, j'ai essayé toutes sortes de moyens pour entrer dans ces entreprises et puis leur proposer, voilà,
À l'époque, c'était la photo qui était à la mode. On les disait, Ouais. écoutez, essayez de changer, plutôt qu'un photographe, essayez l'option d'un dessinateur, ce qui m'a permis d'entrer dans ce monde de la publicité, où on est quand même assez bien payé, et où en tout cas, je peux vendre le dessin beaucoup plus cher que je le vends pour la presse, par Ouais, exemple. bien hein. sûr. Et puis là, vous allez créer quelques personnages qui sont bien connus maintenant. Donc on a Agulon, le vrai Père Noël. On a Birdie, dont vous avez fait plusieurs strips aussi. La pensée du chien. C'est aussi du dessin de presse, ça, ou bien c'est... Comment vous appelez ça? Oui, c'est du dessin d'humour pour la presse. Voilà, vous faites une distinction entre le dessin de presse et le dessin d'humour. Oui, j'ai bien compris que les quelques quotidiens qui peuvent se permettre d'employer un dessinateur de presse, on avait déjà tous un. Donc il faut attendre 30 ans avant que la personne soit à la retraite pour prendre sa place. Et prendre la place du calife, ce n'est pas forcément facile. Donc j'ai choisi un autre moyen de pouvoir entrer dans un média, c'est le comic strip, comme on dit. C'est de proposer des dessins d'humour, du comic strip, pour être publié dans la presse. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer. Ça fait un nom? Ça vous fait un nom? Oui, ça... oui, c'est ça. Et puis ça me fait travailler. Évidemment. Donc, et je suis rentré pour la première fois au quotidien 24 heures, où j'y ai collaboré tous les jours pendant 2 ans. C'est comme ça que j'ai démarré dans la presse, avec le comic strip. Ouais. Et puis là, alors finalement, de fil en aiguille, vous allez gagner en notoriété. Et puis, on vous offre une possibilité de travailler au Journal de Morges. Mais là, vous faites un dessin par semaine. Le Journal de Morges, c'est un journal pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un choix de ma part. C'est le seul journal que je conserve. J'ai arrêté de publier au niveau de la Suisse. J'ai arrêté de publier pour d'autres journaux parce qu'il y a un choix affectif, parce que je me sens bien dans ce journal, parce que c'est une rédaction qui considère le travail d'un dessinateur, qui laisse la liberté au dessinateur de s'exprimer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de travailler pour d'autres journaux que le Journal de Morges. En plus, ça m'arrange bien parce que c'est une publication hebdomadaire, ce qui me permet de me laisser du temps pour faire d'autres choses, d'autres médias qui me passionnent, comme la bande dessinée, comme le dessin animé, comme le jeu vidéo, par exemple. Mais aussi un peu de politique, malgré tout. Quand vous faites un dessin de presse, vous êtes obligé de vous intéresser à la politique, travailler pour la politique ou avec des politiques. Notamment une expérience assez surprenante. C'est cet ouvrage que vous avez sorti, Le Petit Broulis illustré, ça date déjà quand même. 2006. Oui. 2006, sur le fameux chef des finances du canton de Vaud. Oui, Pourquoi sur lui? Bon, j'ai commencé en fait ma carrière en dessinant du dessin de presse au courrier patronal, c'était en 1992. Donc déjà j'ai mis un pied, en parlant du courrier patronal, dans les milieux, on va dire, politique, économie, et plutôt orienté droite. Plutôt de droite. Ça vous catalogue? Ah, totalement. Depuis ce moment-là, alors qu'à l'époque, en 1992, je ne faisais pas de politique, je n'étais pas militant, je n'avais pas de parti pris ni à gauche ni à droite. Il se trouve que je suis rentré dans ce milieu de droite, que j'étais le seul dessinateur, et je le suis toujours, en Suisse romande, de droite, et on m'a donné cette étiquette qui me colle depuis maintenant plus de 15 ans. Et ça pose des problèmes? Non, ça ne pose pas de problème du tout, parce que moi qui travaillais pour des patrons d'entreprise qui sont naturellement plus orientés à droite, souvent, ouais. Ça m'a plutôt avantagé. Ouais. Et là, en l'occurrence, j'ai baigné dans le milieu à l'époque du Parti radical, aujourd'hui le PLR, et j'ai commencé à travailler pour les radicaux sur différents objets. Il y a eu, je la fais court, donc les municipales à Lausanne en 2006, et notamment le journal de campagne d'Olivier Français. Et puis, naturellement, est venu Pascal Broulis. Il se trouve que Pascal Broulis, outre le fait que c'est quelqu'un avec qui je me suis particulièrement bien entendu, tant au niveau personnel qu'au niveau de ses idées politiques, c'est quelqu'un qui adore la bande dessinée. C'est aussi la raison pour laquelle lui voulait un livre qui soit accessible aux gens à qui il s'adressait. Et il a trouvé qu'un abécédaire, ça permettait d'une part de pouvoir le lire, pas forcément d'une traite, mais d'y revenir, un jour une lettre, un jour une autre lettre, de pouvoir le compléter. C'est pas une histoire complète ou suivie. Voilà, les gens peuvent le consulter à n'importe quel moment, par n'importe quel bout. Et puis il voulait que sur la page de gauche, il y ait du texte, sa vision politique, et sur la page de droite, il y ait un dessin qui caricature, qui apporte une touche d'humour. Voilà. Et on s'est lancé dans cette expérience qui a très bien marché, puisque c'est un best-seller. C'est un livre dont je suis très content. Et c'était une belle expérience qui m'a amené après à plein de choses avec le Parti radical ou le PLR, notamment son journal, la Nouvelle Revue, qui est le journal, qui est l'organe de presse du Parti radical. Et j'ai collaboré pendant 4 ans. Et là, c'est vraiment du dessin totalement politique, où c'est un dessin qui est décortiqué par les partis adverses, par les journalistes. Donc c'était très intéressant. Et c'est aussi ce qui m'a donné, ces 4 ans de collaboration à la Nouvelle Revue, c'est ce qui m'a donné envie de faire du dessin politique
ou du dessin d'actualité au Journal de Marche. Votre parcours, il ne s'arrête évidemment pas là. Vous avez touché à peu près à tous les aspects de la bande dessinée, du dessin, dessin de presse, graphisme, on l'a dit. Peluche. Peluche, justement, on va y venir parce que vous avez lancé l'atelier du Radoc Oui. avec 3 autres dessinateurs romans. Qui vous amène vers de nouveaux horizons, avec de nouvelles idées. Je vous propose de faire d'abord un tour par cet atelier avant de revenir sur le plateau. D'accord. Bonjour, bienvenue dans l'antre, dans notre caverne de l'atelier du Radoc. Depuis la disparition d'Hergé, Tintin poursuit ses aventures dans l'univers de la parodie et du pastiche. À Lausanne, l'atelier du Radoc, créé par 4 amoureux de Tintin, rend hommage aux œuvres d'Hergé par le biais de ses bandes dessinées collectives. Gilles Calza nous parle des débuts de l'atelier du Radoc. L'ADR, en fait, ça a débuté en 1998 par l'Association des dessinateurs romans, qui était une association qui regroupait, comme son nom l'indique, entre 20 et 25 dessinateurs romans pour promotionner tous leurs travaux. L'association a, on va dire, périclité, a un petit peu fermé ses portes. Ce sont les 5 membres qui s'entendaient bien, qui se sont réunis et puis qui ont décidé de continuer l'aventure. Alors non plus sous le nom de l'Association des dessinateurs romans, on a conservé les initiales, donc ADR, et on a décidé que ça s'appelait l'Atelier du Radoc. Disons qu'à la base, nous avions tous une passion commune qui était Tintin, évidemment. C'est ça qui a motivé un petit peu notre travail. Et évidemment, le dessin est notre passion commune également. Donc, on avait plein d'ingrédients pour faire qu'on s'entende bien. Ce que je voulais relever, ce que j'aime bien relever, justement, c'est le fait qu'on est tous des quadras, des quinquagénaires. Et puis je trouve magnifique qu'à nos âges avancés, on puisse être encore épatés et enthousiastes avec des petits Mickey, en fin de compte. Donc, quelque part, c'est un petit peu garder des petits stigmates d'enfance comme ça. Et personnellement, moi, ça me convient très bien. Mais alors une BD, comment ça se crée? Quelles sont les étapes de fabrication? Nous sommes devenus éditeurs et toutes les étapes sont on va dire, si on va du début jusqu'à la fin, c'est la création d'une histoire, on fait un synopsis ensuite, donc qui est un résumé de l'histoire. On fait un découpage, on crée toutes les cases, on regarde sur les 22 pages qui nous sont allouées comment est-ce qu'on va départager l'histoire. Ensuite, on passe au crayonné, donc on fait vraiment le dessin, on va jusqu'au bout du dessin. L'ancrage, passage du dessin au noir. La colorisation, où on va choisir nos teintes et on donne de la vie colorée. Enfin, la BD est presque finie pour la création et la réalisation. Maintenant, on passe à l'impression. Et là, on regarde comment est-ce qu'on va faire le coffret, on regarde quelle est la couverture du coffret, comment est-ce qu'elle va être, comment est-ce qu'on va mettre dedans. Tout ça, c'est une autre étape. Et après, on s'occupe de l'impression et de la réalisation. D'accord. Dernière étape, forcément. D'accord. Réception. Il est numéroté et signé. Tout se passe très bien alors entre les différents collaborateurs? Oui, ça se passe bien. D'ailleurs, on essaye de faire face aussi quand on a des petits différends. Hein. Évidemment, on met quand même pas tout en commun. Hein. Mais je veux dire, non, mais globalement, ça se passe bien. C'est sûr que des fois, on a des petites divergences par rapport à certaines appréciations, mais je veux dire, c'est normal qu'il y ait de temps en temps des petites confrontations. Mais globalement, on essaie de bien discuter, de bien partager, et puis la concrétisation de nos coffrets est la preuve qu'on est arrivé à quelque chose de positif. C'est toujours bon d'avoir ce genre d'atelier parce que ça crée entre les dessinateurs, donc là ici entre les 4 dessinateurs, ça crée beaucoup d'émulation et il est clair que lorsque je présente mes dessins aux autres dessinateurs et lorsqu'ils me présentent eux-mêmes leurs dessins, il y a une sorte de challenge qui se crée. Et évidemment, ça apporte du dynamisme, ça apporte aussi une volonté de se dépasser soi-même et d'avoir un regard critique
en tant que dessinateur sur d'autres dessinateurs. Donc évidemment, c'est un regard qui est on ne peut plus intéressant en tant que professionnel du dessin. On espère que l'atelier du Haddock a encore de très beaux jours devant lui, voire de belles semaines et de beaux mois. Pourquoi avoir choisi Tintin? Est-ce que c'est pas dangereux? Comment ça se passe avec les détenteurs des droits? Bon, alors, les mauvaises langues diront c'est le seul personnage de bande dessinée, donc quand on parodie, ça marche, il y a une demande. Et c'est vrai. C'est vrai que si vous dessinez des parodies de Mickey ou de Titeuf, ça ne marche pas, il n'y a pas de demande. Tintin, c'est un phénomène totalement à part, et ceci dans le monde entier. Tout ce qui touche de près ou de loin à Tintin, notamment la parodie, il y a une demande. Il y a une demande de collectionneurs, de tatinophiles, voire même d'amateurs de bande dessinée. C'est parce que c'est un personnage culte ou bien Oui, comment ça se passe? Mais, Mickey, c'est aussi un personnage culte. Ouais, justement. C'est difficile de vous dire pourquoi. Les faits sont vraiment là. Vous regardez actuellement les maisons d'édition, prenons le cas de Spirou, lancent ouvertement des auteurs pour parodier Spirou, pour parodier Blake et Mortimer, pour parler de ces deux séries. Et puis, il y a un intérêt, c'est vrai, mais il n'y a pas un engouement comme pourrait l'être Tintin. Mais alors, comment est-ce que vous arrivez à obtenir des droits de la part de Moulinsart, donc cette société qui gère les droits d'auteur de Tintin et d'Hergé, pour sortir des albums, plusieurs albums, c'est le 3e si je ne me trompe pas, de regroupement avec vos collègues des ateliers du Haddock. En plus, l'atelier du Haddock, ça fait directement penser à Tintin quand même, en tout cas à son collègue le capitaine. Il y a un secret là derrière Alors c'est vrai que nous sommes, l'atelier du Haddock, les seuls à bénéficier d'une autorisation écrite de la part de Moulinsart SA, comme quoi nous pouvons faire de la parodie. Pourquoi ? C'est le fruit du hasard. Il se trouve que lorsque notre premier volume est sorti en 2004, en 2003, j'avais contacté les ayants droit en leur écrivant, en leur disant, voilà, en Suisse, la loi est claire, la parodie, le pastiche, l'imitation burlesque est parfaitement licite, autorisée. Et il se trouve que j'avais écrit au service juridique et qu'une jeune juriste là-bas, qui peut-être venait d'être engagée, qui a perdu sa place depuis d'ailleurs, a répondu en se basant, oui, effectivement, la loi suisse permet de faire de la parodie. Et donc elle nous a répondu par écrit comme quoi on avait tout à fait le droit de le faire. Elle nous recommandait ce qu'on pouvait et ce qu'on ne pouvait pas faire, par exemple d'utiliser les noms qui sont déposés, Tintin, etc. Et puis on a reçu ce courrier par écrit. Et évidemment, ça allait un petit peu à contresens de la politique de Moulinsart parce qu'eux ne répondent pas aux demandes pour justement couper net. Garder ce climat un petit peu de... C'est ça. Voilà. Et nous, une fois que nous avions cette lettre écrite, Moulinsart ne pouvait plus agir contre nous. Ils ont essayé de le faire, je dois vous le dire, par d'autres biais. On a, nous, sorti un premier coffret pour les 70-50 Tintin en 2004, un second en 2007 pour les 100 ans d'Hergé, et le troisième qui est celui-ci qui boucle la trilogie. Et ils ont essayé un petit peu de nous embêter, par exemple en touchant un libraire à Genève, en lui interdisant de revendre des produits officiels dérivés de Tintin. Donc ils ont essayé quand même, hein. Mais interdire la publication, ils ne peuvent plus le faire. On a cette lettre qui nous couvre. Voilà. C'est une histoire assez à dormir debout. On a un peu l'impression que... C'est un petit peu se taper sur les propres pieds, finalement, parce que quelque part, un peu votre parodie fait de la publicité à Tintin, non? Ouais, moi, je rebondis ce que vous dites, ça nous permet de dormir sur nos deux oreilles, surtout. Ça fait de la publicité pour Tintin, oui et non. Vous savez, ils vendent encore, malgré tout, je crois qu'ils font 1 million d'euros de recettes que sur les albums, alors qu'il y a 25 ans qu'il n'y a plus de nouveaux voilà, albums. c'est clair. Donc non, c'est pas l'aspect économique, voilà, c'est leur chasse gardée. Mais je peux comprendre ceci. Nous, on rend hommage et on dénature pas l'esprit, on essaye en tout cas. En fait, on va encore parler de cette série de pluches qu'on a ici sur le plateau, quelque chose d'un peu particulier. Vous voulez faire du dessin, puis maintenant il y a des produits dérivés. C'est une volonté de votre part de sortir des produits dérivés. On pourrait reconnaître certains de vos personnages, comme ici le Lucien, si j'ose dire. En tout cas, votre style, votre coup de crayon. Pourquoi se lancer dans la pluche? Bon, j'ai très bien...
j'ai très vite compris, si vous voulez, que vivre du dessin en faisant de la bande dessinée, c'est extrêmement difficile. Ce serait peut-être l'objet d'une autre émission où on ne gagne pas bien sa vie, on n'est payé que par des droits d'auteur en fonction des ventes. Le dessin de presse, ce n'est pas non plus des salaires mirobolants. Finalement, il y a le dessin publicitaire, certes, et puis si on touche des produits dérivés, on a cet effet multiplication qui fait qu'on peut mieux, ou en tout cas, gagner sa vie. Alors, en comprenant ceci, je me suis dit quels sont les produits dérivés qui peuvent intéresser des gens. Et à l'époque, puisque nous étions en 2004, eh bien, c'était le boom des peluches. Pas forcément que pour les 0-3 ans, comme on dit, mais également pour les plus grands, et voire même les adultes. Et donc, on m'a demandé de créer une série humoristique qui s'est très bien vendue, particulièrement cette vache, qui a été un carton, un succès en Suisse. Elle s'appelle Hola, elle est sortie en 2004. Oui, et on l'a vue partout, dans les grands magasins que je ne citerai pas, et puis même les stations-service, pour vous dire, donc les restoroutes, etc. Et pourquoi ? Parce que les gens l'achetaient pour en faire un cadeau. Ça fait très suisse aussi. Hein. Oui, alors la vache, c'est vrai que c'est effectivement. Mais il y a eu d'autres produits dérivés. Vous avez parlé des cartes postales, qui ont aussi eu un temps où ça marchait bien. Maintenant, c'est plus difficile pour la carte postale parce que les gens envoient par mail leur propre carte virtuelle, ça veut bien, donc ça marchait un peu plus difficile. Alors, partons du principe que la peluche, c'est plus difficile, les t-shirts, c'est plus difficile, la carte postale, c'est plus difficile, les porte-clés que j'ai aussi abusé, c'est plus difficile. Je me suis tourné maintenant sur quelque chose qui est aujourd'hui d'actualité, c'est le jeu vidéo et le dessin animé. Alors là, c'est quelque chose de nouveau, aussi l'animation 3D, c'est une nouvelle technologie. Les outils aussi à disposition sont moins chers, sont plus accessibles, peut-être pour un dessinateur ou un groupe de dessinateurs comme vous. C'est ça qui vous permet de vous lancer, de travailler sur des nouveaux projets ? Une fois de plus, la Suisse, je fais attention à ce que je vais dire, mais est très en retard au niveau de la 3D. Par rapport à ce qui se fait en France, en Belgique, et sans parler des pays anglo-saxons. En l'occurrence, en Suisse, je travaille avec une société, ADM, à Lausanne, qui, elle, s'est lancée dans l'image de synthèse, dans la 3D, et dans le jeu vidéo, en l'occurrence. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. On a créé dernièrement un jeu vidéo pour cette campagne au Grand Conseil, notamment pour le PLR, et puis cet été, une application iPad, iPhone. C'est la Suisse qui est trop petite ou bien c'est vous qui avez les bras longs ? Ouais, la Suisse est trop petite, c'est vrai, mais aussi la Suisse a cette habitude que quand ça marche à l'étranger, on prend. Et la Suisse n'ouvre pas ses yeux pour voir qu'il y a des tas de choses qui se font en Suisse ou qui pourraient se faire. On a de la peine à avoir des soutiens. Ce serait là aussi un long débat, donc il y a très peu de soutien, il y a très peu de financement. La preuve, c'est que les dessins animés que je voulais mettre sur pied, je n'ai pas trouvé de financement en Suisse. Il a fallu que j'aille en Belgique, que je crée une société en Belgique en association avec ces humoristes belges, les Frères Taloche, et qu'on propose... Les Frères Taloche, c'est connu mondialement En tout cas en Belgique, c'est certain, bien sûr. En France, en Suisse, mais en Belgique, ce sont des vrais stars. C'est ce qui m'a permis d'ouvrir la porte de la RTBF. On a été reçus à bras ouverts par le directeur général, le numéro 1 de la RTBF, parce que les Frères Taloche ont d'abord eux-mêmes une émission sur la RTBF qu'ils animent. Et puis, ça nous a permis de présenter notre projet. Et le directeur de la RTBF a trouvé ça bien. Et il a dit, OK, j'achète. C'est justement ces quelques extraits qui sont en train de passer à l'écran, là, de ce Lucien, à qui arrivent toutes sortes d'aventures. C'est des petits clips. Combien ça dure de temps ? On appelle ça des capsules qui durent 1 minute. Et c'est pour mettre entre les programmes Alors, la RTBF qui a acheté ce programme diffusera dès le mois de septembre, juste avant, si vous voulez, leur téléjournal, leur JT, à 19h30, comme chez nous. C'est 19h30 chez eux aussi. Juste avant, et 1 minute avant, ils mettent cette capsule. Pour nous, c'est génial parce qu'il y a une audience, évidemment, en prime time qui est importante pour le téléjournal. Donc, alors, la RTBF a acheté cette série. Ils auront l'exclusivité cet automne. Et puis, j'espère après que d'autres télévisions, Max TV, s'intéresseront à ces capsules. On pourra voir, l'avenir nous le dira. Philippe Senneval, merci beaucoup de nous avoir accompagnés, de nous avoir accompagnés sur le plateau de Place Publique pour nous partager immense plaisir, Régis. Votre passion, votre intérêt, vos créations. Si on veut en savoir plus, évidemment, il y a votre site internet. Ma femme. Ou votre femme. Je taquine. Et puis l'atelier du Radoc aussi, son site internet, beaucoup de choses à découvrir. Et puis cette bande dessinée, ce recueil, si on veut, de 4 bandes dessinées qui est sorti tout récemment sur donc, le Radoc en Amérique, qu'on peut trouver évidemment
chez vous. Oui. Madame, Monsieur, c'est ainsi que se termine cette édition de Place Publique. On espère que ça vous aura intéressé. Si vous voulez en savoir plus sur Sène et ses créations, vous pouvez déjà le retrouver chaque semaine dans le journal de Morges. Quant à Place Publique, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités, de nouvelles aventures et toute la semaine sur Max TV et maxtv.ch. Au revoir.